Smart Countries and Smart Cities Congress. Je ne sais pas si l'image vous va bien. Oui, c'est pas mal. Ah, c'est l'Amérique du Sud. Donc, je suis Alexandre Zapolski. Je suis le fondateur et le PDG de l'Inagora. J'ai un exercice qui est à la fois très simple et difficile. Ce qui est assez simple, c'est que j'ai 20 minutes pour intervenir, donc ça sera assez rapide et assez direct. Ce d'autant plus qu'on est en petit comité et qu'il nous sera tout à fait possible en fait d'avoir un petit échange à la fin de mon intervention. Et difficile parce que je viens clôturer ces 3 jours de congrès. Et donc par définition, je pense que il y a eu il y a 3 jours dans les pattes, il y a eu 3 jours d'échanges, de discussions. Je sais que ça a été très intense. Moi, j'ai eu l'occasion de passer déjà à 2 reprises et j'ai vu que les débats étaient très fournis. Alors, je le disais, je suis le fondateur et le PDG de l'Inagora. L'Inagora, c'est donc un éditeur de logiciels libres que j'ai créé il y a 15 ans, qui est aujourd'hui l'un des plus grands et des plus anciens éditeurs de logiciels libres en France. On a toute une gamme de logiciels et de services dans le domaine du logiciel libre, avec une particularité qui est de fournir ces logiciels et ces services, notamment pour les États. Donc on est l'un des grands fournisseurs de l'État français. Et puis, avec la part de marché qu'on a au niveau de l'État français, un de nos enjeux aujourd'hui, c'est de faire le tour du monde et d'aller proposer ce savoir-faire si particulier à un certain nombre d'autres États et de grandes collectivités dans le monde. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, il est de vous parler effectivement de ce qu'on fait et des enjeux de l'open source, à la fois donc, dans un domaine d'usage qui est celui du e-gov, de l'e-administration en français, et puis également d'ouvrir le sujet sur la nécessité de s'interroger sur la façon dont on construit la ville intelligente, le territoire intelligent, l'État intelligent, et de plaider pour que on ne s'intéresse pas uniquement aux usages, même si les usages sont bien sûr extrêmement importants, mais qu'on s'interroge aussi sur la façon de construire cette ville intelligente et ce territoire intelligent. Donc sur ma première thématique, je ne sais pas si vous le savez, mais la France a une particularité parmi toutes celles qu'elle peut avoir, et pas uniquement de faire descendre régulièrement des professions dans la rue ou sur des tracteurs. L'une de ses particularités, c'est d'être l'une des champions du monde dans le domaine du e-gov. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un Français qui le dit, c'est une étude très sérieuse qui est faite tous les 2 ans par les Nations Unies. Et il y a une grande étude donc, qui a lieu tous les 2 ans, qui essaie de déterminer quel est le ranking, quel est le niveau d'avancement de chacun des pays dans le monde concernant l'e-administration. Il se trouve que la France, régulièrement, depuis les années 2000, gagne des places. Et au dernier classement, ce qui date de l'année passée, la France a été classée numéro 1 européen et 4e mondial dans le domaine du e-gov. Ce qui fait finalement de la France aussi le premier grand pays d'un point de vue de l'e-administration. Les 3 autres pays sont des pays de plus petite taille, et dont le premier, par exemple, est Singapour. Et cette particularité, elle est très liée à la façon dont la France a construit son e-administration. Ce qui n'est pas mis en avant, ce ne sont pas ces e-services et ces services numériques. Ce qui est mis en avant, c'est la façon dont la France a décidé stratégiquement d'utiliser le logiciel libre pour construire son e-administration. Et là, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est noté en tant que tel dans le rapport. Et l'autre aspect remarquable et remarqué, c'est l'usage qui est fait des data et toute la politique en matière d'ouverture donc de ces données, ce qu'on appelle donc l'open data, et la volonté stratégique et politique en France d'exploiter les données des citoyens et de les ouvrir avec ce que vous connaissez très certainement, c'est-à-dire la création d'une mission extrêmement forte qui s'appelle Etalab, qui va d'ailleurs rejoindre demain la future DSI de l'État. Et d'ailleurs, le patron d'Etalab, qui s'appelle Henri Verdier, qui va devenir incessamment sous peu le nouveau directeur des systèmes d'information de l'État. C'est aussi une reconnaissance de ses réalisations et du poids qu'il a pris au niveau de l'État français et en interadministration. Et alors nous, on est très très fiers bien évidemment de ça, puisque
une grande partie de ces projets sont réalisés par mon entreprise. Nous avons, nous, par exemple, une solution de messagerie, d'agenda partagé et de travail collaboratif qui est directement concurrente des plateformes des géants, hein, des Google, Microsoft et consorts, qui équipe aujourd'hui plus de la moitié de l'État français, le ministère des Finances, l'Intérieur, la Gendarmerie nationale, l'agriculture, l'agriculture. Donc il n'y a aucune fatalité en termes de choix technologiques. Et à partir du moment où il y a une volonté publique de développer l'usage de l'open source, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Et ce savoir-faire, alors nous on appelle ça pas uniquement du coup l'e-gov, made in France, mais l'open e-gov. Et donc ce savoir-faire français en matière d'open e-gov, c'est quelque chose qu'on essaie de faire partager au plus grand nombre, parce qu'un certain nombre de grands pays aujourd'hui sont en train aussi de construire leur grand programme d'administration électronique. Bien sûr les pays en développement, les pays africains, mais également un certain nombre de pays en Asie ou en Amérique du Sud. Je pense en Asie notamment au Vietnam, en Amérique du Sud, au Chili, en Colombie. Et donc ces grands pays sont aujourd'hui en train de réfléchir sur la façon dont ils vont faire finalement le saut de la grenouille, hein, ce fameux leapfrog, puisqu'en fait ils partent d'un état où il n'y a quasiment pas grand-chose aujourd'hui, et avec une volonté farouche de rattraper le temps perdu. Et donc dans cette réflexion sur la façon d'accélérer ces programmes en fait en matière d'e-administration, se pencher sur les bonnes pratiques, la façon dont un grand pays comme la France a su conduire ses propres chantiers de transformation en matière de système d'information, et puis surtout de repartir en fait de codes qui sont librement disponibles, gratuitement disponibles, là ça paraît ne pas être une mauvaise idée. Alors on est en train de travailler avec bien sûr l'ensemble des services économiques régionaux des pays concernés, leur expliquer que la France dispose vraiment d'un savoir-faire et d'un atout tout particulier en matière d'open e-gov, et qu'il s'agit aujourd'hui de présenter aux grands utilisateurs et aux décideurs, encore une fois, d'un certain nombre de pays, dont les pays en développement, de telle manière à les accompagner dans leur programme d'accélération et de transformation. Alors ce qui est valable à l'échelle d'un État, naturellement, qui peut le plus peut le moins, c'est valable à l'échelle des territoires, des collectivités, des territoires. Et je vous encourage là très vivement à ouvrir les yeux et puis à essayer de trouver en fait quelles sont les solutions qui ont été utilisées par vos homologues en France. Bien sûr, on serait nous ravis en fait de vous accompagner dans vos réflexions. Et il faut savoir que en plus d'alerter finalement l'ensemble du dispositif français de l'export, on essaie aussi de convaincre les grands financeurs, dont l'AFD au premier titre. Hein. Vous savez que l'Agence française de développement a décidé de focaliser ses nouveaux investissements et ses nouveaux accompagnements en partie sur le sujet numérique. Il y a une direction numérique qui vient tout juste d'être créée. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore officiellement exposée comme ça en ligne. Il y a un jeune homme qui a été recruté, qui est brillantissime, qui comprend parfaitement l'ensemble des enjeux, et notamment des enjeux des pays africains, qui s'appelle Gwenaël Prié. Un des enjeux pour nous, dans la filière du numérique, c'est de venir avec une offre construite, à la fois des solutions et également des financements. Un des autres enjeux essentiels, c'est que construire les territoires intelligents de demain, construire le e-gov de demain, ça a du sens aussi si ça donne en fait du pouvoir et des moyens au niveau des territoires, et si ça a un impact sur le développement économique et le développement de l'emploi au niveau en fait de ces territoires. Et une des particularités de l'open source, c'est que c'est une économie dite circulaire qui permet de mieux partager les chaînes de valeur avec non seulement les utilisateurs, mais également les fournisseurs qui sont présents en fait sur les territoires, là où l'argent est investi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'au Sénégal, quand on réfléchit
avec nos amis de Guindé 2000. Guindé 2000, c'est finalement c'est une filiale, mais un établissement public, filiale des douanes du Sénégal, un organisme qui a été créé, dont le premier objectif, naturellement, était l'informatisation des frontières du Sénégal, et notamment des ports et des aéroports du Sénégal. Et donc, avec nos amis de Guindé 2000, quand on regarde la façon dont on peut équiper l'ensemble des Sénégalais d'un outil de type coffre-fort électronique afin de récupérer chez soi ou dans un cybercafé l'ensemble de ces documents administratifs et permettre ainsi aux Sénégalais de s'éviter 3 jours de taxi brousse pour revenir à la capitale, solliciter une administration pour retirer en fait un document, attendre 1, 2 jours des fois, un peu plus, pour obtenir ces documents. Et puis bien sûr 3 jours pour retourner ensuite dans le petit village ou dans la ville d'où il vient. On voit là directement l'impact que peut avoir en fait un système de partage de documents officiels, de coffre-fort électronique pour mettre à disposition ces documents officiels, les états civils, les copies, les photocopies de passeports, tous les actes notariés, les titres de propriété. Et du coup, en créant et en bâtissant cette solution sur la base en fait, de logiciels libres qui par ailleurs ont été en grande partie déjà financé en France par un certain nombre d'administrations. Ça permet de mener ce projet-là à un coût qui n'a rien à voir avec un projet si on repartait tout à fait de zéro. Donc on est avec une efficacité économique certaine qui permet finalement d'accéder à ces nouveaux services numériques. Donc on rencontrait l'administration, on rencontrait en fait ces nouveaux services numériques. On n'est pas dans des mots ou dans des fantasmes. On est dans de la réalisation. Et au-delà de ça, c'est qu'une fois que la solution est développée, elle peut être déployée à plusieurs millions d'utilisateurs, puisque naturellement ces logiciels libres ont une particularité, c'est bien sûr de ne pas offrir de coût de licence et de ne pas avoir un coût à l'usage en fait des logiciels. Et donc ça permet finalement un déploiement à très large échelle. Et puis, in fine, ce qui sera fait pour le Sénégal, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas fait pour les autres pays africains. Une fois qu'on a développé ce solution, autant la partager et la mutualiser. Et c'est là où on rentre vraiment dans un modèle très vertueux, où les investissements des uns profitent à l'usage des autres. Et moi, je pense qu'il faut basculer la table. Il faut que les grands projets en matière de territoire intelligent profitent avant tout aux utilisateurs et aux citoyens et pas aux fournisseurs. C'est un fournisseur qui vous passe ce message-là. C'est toujours un peu suspect. Mais ce qui est absolument certain, c'est qu'il est possible de faire autrement ces grands programmes en fait de ville intelligente, de territoire intelligent, de gouvernement intelligent. Je vous invite donc à considérer ces opportunités qui existent dans le domaine de l'Open eGov et finalement de l'Open Smart Cities, si on veut en fait l'appeler ainsi. Le deuxième aspect que je voulais partager avec vous, finalement en cette pré-conclusion des S3C Paris, c'était d'expliquer que la ville intelligente de demain, le territoire intelligent, il ne faut pas que ça devienne la ville intelligente ou le territoire intelligent. Je n'ai rien contre aucune de ces entreprises et je les cite un peu comme ça, mais Made in Hitachi, Made in Toshiba, Made in Cisco, Made in IBM ou d'autres. La vraie ville intelligente, ça sera une ville intelligente ouverte, complètement communicante, interopérable. Et il faut qu'on veille à cet aspect-là. Alors quand je dis que la ville intelligente de demain, ça ne sera pas la ville intelligente de Cisco, il ne faut pas que ça soit en fait la ville intelligente de Cisco. C'est parce que naturellement, si je déploie partout de l'intelligence, des capteurs, des processeurs, et que je fais en sorte que tout communique à peu près avec tout, il ne faut surtout pas que ça se fasse dans le cadre de protocoles et de standards propriétaires, privatifs, qui bien évidemment dans les premiers temps seront disponibles pour un droit d'usage proche de 0 ou à 0, et puis qui demain, parce qu'un seul industriel en aura la propriété intellectuelle, deviendront en fait
des systèmes à péage. Ça revient à privatiser l'espace public, à privatiser les territoires. Et ça, moi, naturellement, je vous invite en fait à réfléchir à ce sujet-là. Par ailleurs, un des enjeux de la ville intelligente, c'est d'organiser des écosystèmes dynamiques, de nouvelles entreprises, de start-up, d'entrepreneurs innovants qui poussent en fait des nouveaux concepts, qui réfléchissent à ce qui n'a pas déjà été inventé. Et ça, naturellement, le seul terreau fertile à l'innovation, c'est celui en fait des standards et des normes ouvertes qui permettent à chacun, librement et gratuitement, à implémenter en fait des nouveaux services numériques et de l'intelligence partagée. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long. Je sais que notre ami Paul Sibon doit faire sa conclusion. La mienne, elle sera liée en fait à notre engagement à la fois dans ce S3C, dans le projet qu'on a avec Paul et avec les autres entrepreneurs français. Vous savez que hier, nous avons annoncé le S3C Consortium, qui regroupe un ensemble d'acteurs, TPE, PME, avec une vocation qui est de proposer une offre française en matière de ville intelligente, avec des acteurs qui soient tous complémentaires. Et donc moi j'aurai à cœur, avec mes collègues entrepreneurs, à accompagner, réfléchir les uns les autres dans leurs projets en fait de territoire intelligent. Et, voilà. Et donc je vous invite à prendre contact avec nous, à suivre en fait nos travaux. Et je suis ravi d'avoir eu l'opportunité de vous présenter ma vision en termes de ville intelligente. Voilà, je vous remercie.